On nous a toujours plus ou moins dit, vous verrez, la scène, c'est autre chose. C'est le spectacle vivant. Alors tu te dis, ouais, c'est bon, le spectacle vivant, ok. Mais en fait, c'est vraiment ça, quoi. Tu sens l'humeur des gens. Par exemple, quand Macron a parlé, je sais plus, il y a 1 mois, 3 semaines, franchement, on a joué le soir même. Je peux vous dire que la salle était glaciale parce que tout le monde avait peur de ce qu'il allait dire. Donc, en fait, tu sens vraiment l'humeur de la société. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute. On est donc avec Eric et Quentin. Salut à tous les deux. Coucou. Bonjour ou bonsoir, je ne sais pas. C'est quand les gens veulent. Quand les gens veulent. Bonsoir, bonjour, bonsoir. C'est généralement mon intro, c'est bonjour, bonsoir, bon après-midi. Tu vois, c'est comme ça les gens. Et bon matin. Et pour ceux qui se lèvent très tôt, genre 4h du mat, les chefs d'entreprise performants, bonjour aussi. Les chefs d'entreprise qui ont du succès. Effectivement. Oui, c'est ça, ouais, bien sûr. Et pour tous ces gens qui prennent le métro à 4h30 du matin pour faire leur travail ingrat, qui ont du mal succès payé. Aussi. Non, mal payé, mal reconnu par une société. On s'en est rendu compte pendant le premier confinement. Exactement. Prenons l'exemple des caissières et des caissiers et des éboueurs. Écoute, Eric, je te souhaite de te présenter à l'élection et de sauver la France. Voilà. Je l'envisage. Bientôt. Pas tout de suite. Je laisse celle-là. C'est un bordel. Succès dans les urnes. Oui. Le podcast s'appelle Histoire de succès dans les urnes. Pas mal. Exactement. Mon objectif, c'est d'avoir un président de la République un jour dans ce podcast. C'est possible en plus. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme meilleur succès ? Qu'être président de la République ? Ouais. Oh, c'est pas... je sais pas, alors bon, voilà, après on en pense qu'on veut, mais doit être extrêmement dur d'être président de la République, puisque tout le monde vous déteste. Et puis c'est pas forcément un succès, je trouve, pour moi. Enfin bon, après c'est bien pour la personne qui a envie de faire ça, c'est au niveau des ambitions, mais je vois pas... C'est bizarre, par exemple... Si t'as envie d'être président de la République à 4 ans et que t'arrives à être président de la République, c'est un succès. Il paraît que ça, c'était Jacques Chirac, je crois, qui a toujours voulu être président de la République. François Bayrou aussi. Bon... Là, son heure est peut-être pas encore venue. C'est vrai. C'est histoire de pas de succès. Ouais. Pour Bayon. Bah oui. Et hop, ça dénonce. Allez. Très heureux de vous avoir tous les deux dans ce podcast. Comme je vous le disais juste avant l'enregistrement, n'est-ce pas ? C'est assez rare pour moi d'avoir des duos, donc on va parler un petit peu de le succès de votre duo, mais avant ça, on peut commencer par toi, Eric, par exemple. À quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans ? Je pense que j'étais un enfant assez sage à la maison et je faisais beaucoup de bêtises à l'école. Voilà. Ah. J'étais assez... à l'école, c'était un beau bordel. Dans quel sens ? C'est le petit rigolo, finalement. À faire des blagues, à se faire remarquer, des bagarres, les mots dans le carnet. Ah ouais, non, l'école était un défouloir pour moi, je crois, à l'époque. Ok. Mais est-ce que tu étais quand même bon en... Non. Juste... Moi, j'y allais pour me défouler. Ok. Mais quand je revois les vieux carnets, c'est assez drôle. Bon, voilà, tu sens que les profs, c'est pas qu'ils m'aimaient pas, mais qu'il y avait un vrai problème de comportement. Hyperactif, etc., etc. T'as continué comme ça quand t'étais après adolescent? Je crois que oui. Tu t'es jamais trop arrêté en fait, ou ça, tu t'es calmé là maintenant? Je crois que j'ai commencé paradoxalement à me calmer après pendant mes études en prépa. Okay. Où là j'étais plus calme, mais probablement t'as aussi moins fait le malin. J'ai moins fait le malin déjà parce que bon, c'était, et puis surtout les cours me plaisaient tellement que finalement ça m'a calmé. T'as fait prépa quoi? J'ai fait Hippocagne-Cagne. Ah yes. Et j'ai adoré. C'est les meilleurs, je pense, les 2 meilleures années de ma vie intellectuellement, parce que c'était ultra formateur. C'était très dur, mais en même temps, je pense que j'étais tombé dans des bonnes classes où on avait ça se passait bien aussi dans l'ambiance de classe. Et tu vois, pour moi, c'est des souvenirs de faire la queue à Beaubourg le samedi matin à 8h pour pouvoir rentrer à 10h, même si t'avais froid et tout, mais c'était des journées bibliothèque, mais c'est comme si un monde s'ouvrait à moi intellectuellement. Alors Beaubourg, pour ceux qui ne sont pas parisiens, c'est la bibliothèque dans le centre Georges Pompidou. Tout à fait. Pour ceux qui n'étudient pas à Paris. Non, c'était franchement une élévation intellectuelle. Enfin, c'était fou. C'était juste dingue cette période-là.
Ok. Et tes parents, ils faisaient quoi comme Ma mère était dans le marketing et mon père dans le marketing aussi automobile. Et toi, de ton côté, Quentin? Eh ben, À moi, quoi tu ressemblais de mon côté, ça a été la prison entre mes 3 et 6 ans. Je suis sorti à 6 ans, j'ai pu aller au CP, non. Pourquoi t'étais rentré en prison à 3 ans? Non. Vente de drogue. Non, moi, petit garçon, à 7-8 ans, je pense, petit garçon très introverti, très très timide. Je dirais presque l'inverse d'Eric, ouais. C'est drôle. Ouais, vraiment timide. Je sais pas. Peut-être j'étais même un peu dans mon coin, je pense. Mais après, oui, c'est plus au collège où là j'ai commencé à faire des bêtises. En fait, voilà, en rencontrant les potes, les copines et tout, commence à faire le petit guignolo, quoi, le petit malin. Du pole dance aussi. Ouais, du pole dance en 4e. Mais oui, je pense que dans l'enfance, très très timide, ouais. Et puis après, oui, je me suis révélé. Et voilà pour. T'as un souvenir de déclic? Non, je pense que c'est l'école, enfin de se sociabiliser, voilà, de découvrir un peu la vie avec les potes et tout, les sorties. C'est ça qui m'a un peu ouvert peut-être. Ok. Ouais. De laisser cette timidité de côté. Et tu fais quoi comme étude alors Eh ben, alors à quel âge? À 7-8 ans? À 7-8 ans, ouais, tu fais quoi? Moi, je fais hippocagne. Prépa CM1. Non, études classiques jusqu'au bac littéraire et après je fais études de journalisme, école de journalisme. Tu fais quand même bac littéraire, si je puis me permettre. Tout à fait. C'est-à-dire que déjà de base, tu te prépares à faire du cirque, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais, être saltimbanque, quoi. Voilà. Ouais, c'est mais vrai que c'était pas la filiale en général. vrai, tu faisais bac littéraire, mais tu savais pas où ça t'emmenait à l'époque. Ouais, puis il y avait un côté, c'est pas, enfin, pas cancre, je dirais pas jusque là, mais on nous disait ouais, c'est mieux de faire ES, c'est mieux de faire scientifique et tout. Alors que moi j'aimais bien bouquiner, j'aimais bien l'histoire, voilà, donc ça avait du sens pour moi, quoi. Et donc tu voulais faire journalisme, mais c'est vrai que journalisme normalement il t'envoie plutôt vers ES, quoi. Tu vois. Je sais pas, ouais. Intéressant. Le mec, il a eu un truc complètement. Non, mais c'est vrai, quand tu faisais L, t'avais pas de. On pas te de dit. débouché, quoi. Enfin, dit, c'était pas. Pour faire prof, tu ou pouvais des être prof. études de lettres. Ouais, voilà, ou c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et non, mais finalement, ça m'a servi pour l'école de journalisme, quoi. Tu veux qu'on fasse une pause? Alors, vous l'avez pas, mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, il y a une alternance de lumière depuis tout à l'heure. En fait, il y a plein de lumière. Non, c'est parce que c'est Noël, c'est les décorations de Noël. Et je vais faire une crise d'épilepsie. C'est vous qui avez une crise d'épilepsie. C'est vrai que c'est ultra violent comme. Je comprends. Pour préciser, nous sommes dans le théâtre où nous jouons Palais des Glaces. Le mardi et mercredi à 19h30. Bravo pour cette promo. Il essaie de placer ses professionnels. Mais non, c'est un phare en fait. Parce que... Il les appelle depuis tout à l'heure. Peut-être Eric nous fera une petite crise d'épilepsie. Ça peut arriver, mais Antoine coupera au montage. Merci Antoine de couper l'arrivée des pompiers et tout. Ou alors on fait le buzz. C'est pas con. C'est le premier podcast qui fait le buzz. Pas con. Voilà. Ok, donc études de journalisme de ton côté. Et toi, de ton côté, tu fais quoi alors après Cagny-Hippocagne? Eh ben, études de lettres. En fait, j'arrive à la Sorbonne en licence et je poursuis mes études de lettres sans savoir ça où je vais aller. Je pense que je me destinais à être prof de lettres parce que j'adorais les lettres. Donc ça me voilà. Mais et puis après, il y a eu des hasards de la vie qui ont fait que ça ne s'est pas fait. Quels sont ces hasards? Eh ben, je pense que j'avais beaucoup de temps quand je faisais ma maîtrise de lettres. J'avais beaucoup de temps entre guillemets à perdre et un jour je me suis amusé à écrire un mail rigolo parce qu'à l'époque tu trouvais facilement les adresses mail des gens importants parce que c'était une autre époque et donc les adresses mail n'étaient pas cachées, apparaissaient facilement sur les sites. C'est vrai. Et donc un nom dans Google exactement, et pouf. Exactement. Et donc je m'amuse à écrire un mail pour rigoler et je décide de l'envoyer à plein de gens, mais pareil sans attente parce que je savais pas du tout, je savais pas ce que je voulais faire. Mais c'est quand même étonnant comme démarche. Ça m'amusait. En fait, c'était juste voir est-ce que des gens vont répondre ou pas. C'est comme des bouteilles à la mer, mais c'était un exercice de style presque. Cette lettre, elle m'amusait. Mais je savais pas. Mais je veux dire, tu aurais pu l'envoyer au patron de Renault, au patron, de, je sais pas, Saint-Gobain. Non, je l'ai envoyé à une charcuterie. Non, pas des charcutiers. Je l'ai envoyé. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais oui, sauf que tu trouvais moins facilement l'adresse mail d'un charcutier. Surtout que t'es vegan. En plus. Donc, non, je l'ai envoyé à des radios, des trucs comme ça.
Et en fait, j'ai eu des réponses, ce qui m'a surpris. Et donc tu voulais écrire, t'avais des velléités de... Non, je savais même pas que ça existait le métier d'auteur. Mais bosser dans les médias en tout cas. Ouais, en fait, je cherchais une occupation. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un stage? Parce que j'avais du temps à côté. Et que ce temps-là, je savais pas quoi en faire. Donc je me dis, autant faire un stage, etc. Et donc, j'ai eu des réponses. Et c'est comme ça que finalement, ça a commencé par la radio. Et puis, c'était rigolo. Donc j'ai prolongé, j'ai renvoyé un truc à Canal+. J'ai eu la chance qu'Ariel Saraco me réponde, qui était directrice des programmes, enfin qui est directrice des programmes. Elle l'est toujours, je crois. Ouais, on l'a vu d'ailleurs pas plus tard qu'il y a 2 jours. Et elle m'a répondu. Et j'ai eu un rendez-vous dans son bureau. Donc t'arrives, t'es tout petit, t'as 21 ans, tu te retrouves dans le bureau, déjà en bas de la tour Canal+, tu lèves les yeux, tu fais c'est immense, c'est Canal+. Tu vois, à l'époque, c'est quand même les Guignols de l'info. Ouais. C'est énorme Canal+. Et je me retrouve dans son immense bureau. Elle me dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Je dis, moi j'aime bien écrire. Elle me dit, est-ce que vous voulez essayer d'écrire des blagues pour Omar et Fred? Je dis, je veux bien essayer. Ils m'ont fait faire des tests d'écriture et après ils m'ont pris en stage. Et après le stage, là, ça faisait trop en termes avec la Sorbonne. J'allais pas rentrer à faire la grecque, ça servait à rien. Je n'avais plus le temps ni de thèse, donc j'ai arrêté les études. Puis surtout que tu avais peut-être trouvé un but, quoi. Tu t'étais dit, ok, donc je peux... C'était rigolo. Tu voulais faire de la grecque? Si tu avais eu du temps, tu serais Je vais être très honnête, j'aurais bien aimé, mais c'est pas une blague, je suis très très mauvais en latin et en grec ancien. Non, mais c'est pas une blague, c'est que malheureusement à cause de ça, j'ai eu 1,5 à l'ENS en latin et voilà. Je pense qu'ils m'ont mis 1,5 parce que j'avais bien mis mon nom. Parce que t'avais tenté l'ENS quand même. Ah oui, on fait le concours, c'est pas que c'est obligatoire, mais une fois que tu finis ta prépa, ça fait partie, tu vas à Cachan, tu passes les concours. Moi, j'y allais sans... Cachan qui est en banlieue parisienne pour les gens qui ne seraient pas d'Île-de-France. Il nous fait GeoGuessr. Je resitue. Non, mais en gros, j'ai eu 1,5 en latin, je savais. De toute façon, j'ai essayé de distraire le prof pendant le truc de latin. Donc, je me suis dit, je n'allais pas lui infliger ma nullité en latin, donc autant écrire un texte rigolo, pareil, voilà. Tu lui as écrit une lettre de motivation aussi J'ai fait un truc rigolo, je me suis dit, au moins ça va lui faire une pause dans ses copies à corriger, voilà. J'ai eu 1,5 quand même, sans rien traduire, c'est quand même fort. Comme dirait ma mère, ce n'est pas 0. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Mais c'est nul, c'est 0. Ouais. C'est vrai, donc c'était pas si nul que ça. Voilà. Et toi de ton côté, Quentin, alors tu te lances dans des études de journalisme, c'est ça? Je me lance dans des études de journalisme, oui effectivement. Et pareil, je commence par faire des stages. Moi en fait, je vais reprendre depuis le début. Je voulais faire de la presse écrite. Moi, je voulais être journaliste en presse écrite. Mais il s'est avéré que j'ai fait des stages en télé, ce qui n'a rien à voir. Et mon premier stage a été chez Trace Télévision. Je sais pas si vous connaissez cette chaîne. C'est une chaîne du câble. Chaîne internationale, effectivement, sur les cultures urbaines. Et donc, j'ai fait un stage là-bas. Et ensuite, pareil... T'as des accointances pour la culture urbaine, on en reparlera un peu plus tard. Ouais. Et après, j'ai fait des stages chez M6. Et ensuite, j'ai envoyé un CV chez Canal+, un peu comme Eric, avec une petite blague dedans. Et donc, t'avais laissé complètement tomber l'école, j'ai validé mon cursus. Non, mais je veux dire la presse écrite, entre-temps. Ouais, parce que honnêtement, ça commençait déjà à être hyper précaire à l'époque. Oui. Donc voilà, quand tu te lances, essayer de trouver un taf, tu te dis, je vais peut-être aller dans un secteur où c'est un peu plus porteur. Effectivement, la télé. Tu me diras, j'aurais pu aller, je sais pas, dans l'automobile, mais je me suis dit, la télé, ça a l'air bien fonctionner, et puis ça me plaisait surtout. Et donc, voilà. Et puis, pareil, j'envoie un CV dans une émission qui s'appelle Plus Clair, à l'époque, sur Canal. Qui était midi, c'est ça? Ouais, avec Daphné Roulier. Ouais. Et dans les loisirs du CV, j'avais mis faire des queues de poisson aux chauffeurs de taxi. Voilà. Ça les avait fait rire. Donc, ton CV était hyper sérieux, sauf ça, c'est ça. Et il m'avait pris pour ça. Puis après, c'est marrant. Après, j'ai fait donc mon stage là-bas. Et j'ai rencontré Bertrand Delair, qui était l'auteur en chef du service après-vente d'Omar et Fred, qui, pareil comme Eric, m'a fait faire des essais. Et voilà. Et j'ai été recruté comme ça. Et vous retrouvez tous les deux. Ouais. C'est un peu la jonction à ce moment-là. Exactement. De vos histoires. On se retrouve au SAV. Quentin était déjà auteur du SAV. Moi, je suis arrivé en stagiaire et après, j'ai été engagé en tant qu'auteur. Mais c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On n'écrivait pas ensemble, on écrivait séparément. Vous écriviez séparément? Chacun envoyait nos textes. Nous, on se voyait que le jeudi pendant le tournage du SAV. Okay. Mais chacun faisait ses trucs séparément. Ok. Et qu'est-ce qui vous donne envie à un moment donné? Le mensonge. C'est un mensonge qui nous a réunis.
Tu veux dire de travailler ensemble ou d'écrire Je sais pas de quel mensonge tu parles. Non, je pensais de travailler ensemble, de s'associer, c'est pour ça. Tout est né d'un mensonge. Oui. On en reparlera peut-être un peu après alors, mais D'accord. avant ça, peut-être on peut discuter de si vous voyez pas et que vous voyez juste une fois par semaine, qu'est-ce qui vous donne envie de fitter? Je pense que c'est en discutant sur le plateau, on rigolait bien. Puis il y avait cette ambiance aussi, je pense, qui était fédératrice, je dirais, une sorte d'émulation. Non, mais c'est vrai. Enfin, on arrivait, on se marrait toute la journée avec Omar et Fred et Bertrand. Donc je pense que ça a facilité la rencontre parce que voilà. Puis il y avait un truc, je pense que on était tous les deux aussi assez intimidés par quelque part Omar et Fred parce que c'était à l'époque les grosses stars quand même avec le SAV, c'était vraiment en plein boom. Donc je pense que le fait aussi qu'on se rapprochait un petit peu parce que non pas pour être plus fort, mais parce que par timidité, donc au moins on pouvait se parler un peu plus. Oui, on était dans la même parce position. Parce que vous étiez deux auteurs plus Bertrand, plus Bertrand et Omar et Fred. Ok, d'accord. Et Bertrand qui chapeautait tout ça. En fait, eux, ils nous humiliaient. Ouais, et du coup, ça nous a rapprochés tous les deux. Non, mais c'était ce qui était hyper bien dans cette petite bande, c'est que par exemple, on savait pas qui a écrit quelle vanne quand Omar et Fred les interprétaient. Il y avait pas, par exemple, la feuille de Quentin, puis la feuille d'Éric, la feuille de Bertrand. C'est que tout était. Bertrand avait l'intelligence justement de mélanger. Comme ça évitait une concurrence de tiens, moi on m'a pris que 3 vannes ou 10 vannes et lui on lui a pris 20 vannes ou l'inverse. Et ça c'était super parce que ça a créé tu te marrais en fait. Ouais. Même Omar et Fred, ils essayaient de pas lire les blagues à l'avance pour les découvrir en les jouant, donc comme ça ils rigolaient vraiment. Et ça c'était un bonheur. Alors franchement t'es content quand c'est ta vanne, mais t'es aussi spectateur de ce qui va se passer sans avoir à calculer de qui a fait quoi. Est-ce que j'ai fait mieux? Et je pense que ça enlève une vraie, tu vois, ça enlevait en fait un truc de concurrence. C'était collégial, ouais. Ok. Et donc le mensonge, quelle est l'origine que se passe-t-il? C'est un coup de fil d'un producteur du Grand Journal qui cherchait un auteur pour le Petit Journal à l'époque, qui était dans le Grand Journal et qui me laisse un message à Eric, moi, et qui laisse un message à Quentin, lui. Et vous jouez bien. Enfin, on sent vraiment que c'est répété. Ah, on l'a bossé l'interview. C'est un vrai ping-pong. Et je pense on en a parlé, on était très gênés d'être mis en concurrence. Bizarrement, je sais pas, il y a un truc de pudeur, je sais pas comment expliquer, il y a un truc qui nous mettait mal à l'aise. Et donc on a appelé le producteur, on est tombé sur ce répondeur et on a fait croire qu'on était un duo et que c'était nous deux pour venir passer l'entretien, sinon on n'irait pas tout seul. Parce que vous étiez dit l'un l'autre que vous aviez eu ce coup de fil en fait. Ok. Et je me rappelle toujours le message, je tremblais en le disant. Oui, on voulait vous dire avec Quentin, en fait on est un duo, donc si on vient c'est que tous les deux, sinon on préfère pas. En faisant genre t'étais sûr de toi alors qu'en flip. Parce que c'était une super opportunité. Bien sûr. On était des minots dans ce milieu-là. Non, puis entre-temps, on avait eu, je pense, chacun de notre côté aussi une expérience au Guignol qui avait été enrichissante mais dure parce que les Guignols, c'était une vraie exigence d'écriture. Donc on était chacun de notre côté passé par là-bas, ça nous a formés, mais voilà, on n'a pas continué. Donc je pense que ça nous a rapprochés aussi là-dessus et de se dire, au Guignol notamment, c'était des poules d'auteurs, donc on s'est dit peut-être qu'en duo, ça serait un peu plus simple, quoi, un peu plus facile d'intégrer une production. Ouais, pour ce boulot-là, auteur comme on dit, auteur en télé, ou ailleurs, vaut mieux être plusieurs, je pense. Et donc on a passé un an, on s'est retrouvés dans les bureaux de la prod, à deux, côte à côte. On se connaissait sans vraiment non plus se connaître. Donc on s'est retrouvés à deux, côte à côte, faire comme si on était un duo depuis très longtemps, etc. Donc ils nous disaient, faites un essai. Donc on s'est retrouvés dans les bureaux à faire un essai pendant 2 semaines. Et c'était très drôle, assis côte à côte, comme si, avec un seul ordi en plus, pour deux, à partir, tu vois. Et finalement, dans le mytho, ça a fonctionné. Puisque on avait conscience qu'il y avait un truc de survie. On dépendait l'un de l'autre, parce que, mine de rien, c'est con à dire, mais c'était un salaire. C'est-à-dire qu'on fonctionnait par pige, etc. Là, au moins, on avait un poste assuré si on était pris pendant 1 an. Et encore une fois, on vient de nulle part à la base. On s'est fait, entre guillemets, tout seul. On n'a pas eu de contact. Donc, il y avait une énorme pression. Mais tout en faisant semblant, on rigolait, machin. Et ça s'est bien passé et on a réussi à avoir un contrat. Et c'est pareil, on n'est pas du tout dans le c'était mieux avant, mais en tout cas, c'était une période chez Canal où on laissait la chance à des gens, effectivement, qui viennent pas du milieu, qui sont pas cooptés, qui ne sont pas pistonnés, qui ne sont pas fils d'eux. Pardon, je suis un peu. Non, mais c'est vrai, on venait de nulle part et on nous a laissé notre chance par l'écriture, donc ça, c'était quand même un petit bonheur.
Pour l'anecdote, quand même, quand on nous a proposé le premier contrat, on a proposé encore de nous séparer. Je m'appellerai toujours le coup de fil. Et dit, bon, alors, on pourrait prendre Quentin le lundi, toi tu viens le mardi, puis Quentin vient le mercredi et toi tu viens le jeudi. Ah. Et on nous a proposé ça quand même. Et là, on dit non. Il faut être bon là. Ah bah là, non, tu dis non. Mais moi, je rappellerai toujours, je marchais dans la rue, c'était pas loin d'ici d'ailleurs. Et je dis non, c'est nous deux. Ouria, j'appelle Quentin, je fais ouais. J'étais en stress. Parce que oui, l'idée de fonctionnement d'une boîte de production télé, mais pas que, c'est de réduire au maximum les coûts. Voilà. Ouais, donc ils ont tout tenté. Voilà, ils pensent à tout, ils sont très forts là-dessus. Donc là, ils se disaient, un jour sur deux, pourquoi pas. Ah là, c'était mythique quand même de proposer un jour sur deux audio. C'était génial de faire ça. Et toi de répondre non, mais tu sais, limite en tremblant pareil, mais tu fais genre non, c'est comme ça. J'allais dire, je vais prendre une très vieille référence. Est-ce qu'on demandait à Stone et Chardin de venir chanter un jour sur deux? Eh ben non. Pour les plus jeunes qui ne connaissent pas Stone et Chardin, vous allez taper dans Google, vous allez tomber. J'essaie de trouver une référence récente, mais il y en a pas. C'est marrant, il y a plus de duo. C'est ce que j'allais. Est-ce qu'on demande à PNL de venir chanter ou O2N, non, c'est pas. O2N aussi. Mais c'est un duo, non? Je sais pas. Peut-être je me trompe. PNL, c'est un duo en tout cas. Ok. O2, je sais pas. Antoine, tu vérifieras. Ouais. Est-ce qu'on demande à Aurel de venir jouer sans San? Non. Ah, pas mal. Voilà. Pas mal. Je me déteste. Ok, donc en fait, tout ça part d'un coup de bluff. Parce qu'en fait, tu dis mensonge, mais non, c'est pas un mensonge, c'est un coup de bluff. On mitonne quand même en disant qu'on est un duo, mais oui, c'est un coup de bluff. Après, on savait aussi, on est des bosseurs, donc c'était pas genre coup de bluff et on fout rien derrière, quoi. On savait qu'en écriture, on pouvait tenir. On se faisait confiance là-dessus, quoi. C'est un peu, je pense, que c'est notre force à nous, c'est sans nous dévaloriser. C'est pas une question de talent, c'est une question de travail. Et pour le coup, ça j'en suis certain, mais je pense que je préfère être un gros bosseur plutôt qu'être quelqu'un de talentueux. Ouais. Parce que je pense que tu vas beaucoup plus loin en bossant, parce que le talent finalement tu te reposes aussi souvent dessus, malheureusement. Sur tes lauriers. Alors qu'on est on bosse vraiment beaucoup. Je sais plus, je crois que c'est Balzac qui disait ça. Il disait que le talent c'est 95% de travail et 5% de chance. Voilà. Bravo. Merci pour cette. Donc, faut bosser. C'est cool parce qu'en plus on apprend des choses. Ouais, oui. C'est le but, c'est toujours ce qu'on a essayé de faire. On en parlera avec le spectacle. Mais c'est toujours ce qu'on essaie de faire, c'est rire, mais en apprenant. Tu veux virer mes affaires? Non. Je sais que j'ai des petites fourmis. Alors on est pas. Tu veux que je te masse? Ouais. On n'est pas installé dans mon canapé habituel. Non. Les gars, Où sommes-nous, Quentin? Eh bien, nous sommes au Petit Palais des Glaces, exactement dans la salle où nous jouons tous les mardis et mercredis à quelle heure? 19h30. Non, Quentin, 21h. Ah oui, parce que nous sommes en 2022, on joue à 21h, ce qui est beaucoup plus agréable pour les gens parce que ils peuvent ils sortent du taf, ils peuvent faire un petit apéro machin, et ils viennent, c'est de la gaudriole, ils rigolent, ils se marrent. Souvent c'est mieux 21h parce qu'ils viennent avec un petit coup dans le pif. Ouais. Exactement, ils sont très chauds. Pour vous les humoristes, c'est quand même vachement plus cool. Les gens bourrés, c'est cool. Pas bourrés, mais tiens, tu vas nous faire rire toi là-bas? Allez, ça nous est arrivé. C'est intéressant parce que on jouait à 19h30 en 2021 et nous sommes en 2021. Et donc on est curieux de voir la différence entre le public de 21h. Parce que dans ma vie d'avant, j'étais chez Mademoiselle, on avait un plateau et on faisait 2 séances à 19h30 et à 21h et l'ambiance était effectivement bien meilleure à 21h parce que les gens effectivement avaient été picolés un peu avant et c'était plus sympa. Ça nous plaît. Voilà. Alors qu'à 19h30, ils ont peut-être un peu la dalle. Non, mais surtout, tu sors à peine du taf, t'es en stress d'être arrivé à l'heure et tout. Exactement. Évidemment. Donc effectivement, 21h, je crois que c'est un horaire un peu plus sympa. On te dira ça. Pour revenir à votre histoire, les gars. Donc en fait, vous vous retrouvez à commencer à travailler ensemble. Comment vous faites pour créer une alchimie tous les deux? Comment vous faites pour travailler ensemble alors que finalement vous l'avez jamais fait? Vous avez des souvenirs de ça? Vous avez des moments de déclic, des trucs? Je pense que c'est le boulot c'est une émulation d'idées. Voilà, c'est de proposer un truc. Eric me propose un truc. Moi je dis on pourrait peut-être faire ça, ou je lui propose quelque chose. Il me dit c'est peut-être mieux comme ça. Je pense que c'est l'échange d'idées. Je pense qu'il y a quand même un déclic c'est con à dire, mais de survie. Vraiment, je le dis très honnêtement. Je pense qu'on savait qu'on avait une opportunité et que on n'avait aucun intérêt à se tirer dans les pattes l'un de l'autre. Ouais. Et c'était nous deux face au reste du monde. C'est très bête à dire, mais c'était vraiment ça. Je connais cette chanson. C'était vraiment, on est tous les deux et maintenant on va se battre parce que on sait à quel point ça peut être galère et compliqué, donc on va se battre. Et après et puis le fait est que encore une fois on bosse.
Mais jamais on a dit à l'autre, l'idée, elle me plaît. Enfin, c'est marrant, hein. Toujours, on s'est dit, c'est une règle qu'on a appris. C'est ce qu'on a appris avec Bertrand Delair et le SAV d'Omar et Fred, c'est que si t'es pas d'accord, faut proposer quelque chose. Ça sert à rien de dire juste c'est pas bien, en fait. Faut pas briser une idée, parce que même une mauvaise idée peut en donner une bonne au final. Donc, et ça part souvent d'un accident. Franchement, c'est un bon truc de dire. C'est pas la question de dire l'idée elle est pas bonne. C'est de rebondir au moins dessus, tu proposes quelque chose. Si t'as pas mieux, en fait, dis rien. Et non, mais c'est con, mais je trouve que c'est un. Mais je lisais ça. Alors, c'est pas du tout pour se comparer, mais je lisais un article sur le showrunner de la série Succession. Qui est un énorme succès, histoire de succès. Ne dites rien, j'ai pas vu la saison 3. Non, le showrunner, en fait, est justement un travail comme ça, en fait. Même les mauvaises idées, il en parle, il en discute, il dit pas c'est nul et tout, ce qui apporte plein de choses au personnage, voilà. Donc, nous, on n'est pas briseur d'idées. Ce qu'on dit toujours, c'est proposer. Dans l'échange. Faut proposer. C'est trop bien. Et pas dans l'échangisme. Encore que, rappelle-toi quand même, le nouvel an l'année dernière, ça avait un peu débordé. Oui, c'est vrai. Les soirées parisiennes. Ouais. Antoine, tu coupes. Non, Antoine ne va pas couper là. Ah, merde. Un scoop. Aïe. Donc ouais, en fait, non, je trouve ça intéressant parce qu'à la base, vous venez pour travailler ensemble. Vous venez justement, vous êtes séparés et vous avez un peu ce truc de OK, on va commencer à bosser ensemble et surtout c'est de l'écriture. Oui, c'est pas du tout de. Au début, on n'est pas, on est que dans de l'écriture. Nous, on est auteur. Oui, on va venir. Comment non, mais c'est aussi intéressant de voir ça, c'est qu'on est vraiment en mode auteur quand on écrit. Comment vous en êtes alors justement à un moment donné vous dire OK, il va être temps de passer devant la caméra parce que c'est un autre. Alors, c'est pas le même métier, hein. C'est ça c'est que nous on se le dit pas du tout. On continue d'écrire nos blagues, on fait nos petites vannes rigolotes dans les couloirs. Et un jour, le producteur du Grand Journal, qui produisait aussi le Petit Journal pour qui on bossait, nous dit les gars, est-ce que l'année prochaine, ça vous dirait de faire des sketchs à l'antenne et tout On me dit C'était même dit, je crois, encore de manière plus. C'était. On imaginait de temps en temps, si on met un fond vert, faire les trucs là comme ça en plateau, est-ce que vous en êtes capable ou du on s'en foutait, on rigolait, fait oui avec plaisir, mais en fait, je pense qu'il y avait déjà dans l'idée de ce qui allait se passer. Okay. Mais nous, on s'imaginait pas que ça pouvait être notre métier, quoi. Non. Donc, donc on a dit oui, quoi. On a dit oui, allons-y, faisons-le. On verra bien, quoi. Parce qu'on commençait déjà à faire des petits sketchs, mais vraiment très courts. C'était des apparitions. En fait, c'était pour une question. Ouais, aussi, c'est là où c'était malin de leur part. C'était aussi une question pratique parce que on était là, économique parce que comme ça, ils engageaient pas des comédiens. En fait, encore une fois, mais c'est vrai, c'est un truc. C'est une ingéniosité de producteur, mais donc finalement, on coûtait pas cher. On était là, on écrivait nos textes, on les jouait nous-mêmes, donc facile. C'est de la transversale. Hein. Ah ouais. Et donc vous vous retrouvez face à la caméra, alors qu'en fait à la base, rappelons-le, vous venez quand même pour écrire, donc derrière pour les gens qui connaissent pas un peu, c'est pas votre métier normalement, vous êtes derrière les ordinateurs à écrire des blagues, et après il y a des gens qui les interprètent comme Omar et Fred, quoi. Et brillamment. Ouais. Mais c'était aussi une question c'était lié aussi au temps qu'on avait dans la journée pour produire l'émission, c'est-à-dire que produire l'émission, c'est le matin, on arrive, conférence de rédaction à 9h, elle doit être prête à 17h pour être diffusée le soir. Et donc, comme on écrivait des conneries, plutôt que d'appeler des comédiens, on s'est dit autant les faire nous-mêmes, ça ira plus vite parce que ça nous fait perdre 3 heures dans la journée, le temps de caster quelqu'un et tout. Et en fait, c'est venu un peu comme ça aussi avec le temps qu'on n'avait pas dans la journée, c'est-à-dire fallait être efficace et sortir du sketch très vite, quoi. J'imagine que vous vous retrouvez à l'antenne, votre vie doit changer, non ? Quasiment du jour. C'est vous devenez on nous le demande, célèbre. On nous le demande souvent, mais en fait, on n'a jamais. Enfin, tant qu'on a été à l'antenne en télé, on n'a jamais trop. Si, plus vers la fin. Mais en fait, on s'en rend pas compte parce qu'on a eu des journées de fou. Ah oui. Vous sortiez pas. Non, mais t'as pas le temps de te dire puis nous. Enfin, je sais pas, on savait pas ce que c'était une audience, quand on dit oui, il y avait 1,5 million de personnes qui ont regardé ce soir. On regardait, je sais pas comment expliquer. Ce qui est une des raisons pour lesquelles on en reviendra plus tard, mais on est monté sur scène. Mais en fait, on s'en rendait pas compte parce qu'il fallait qu'on soit au bureau vers 9h, parce qu'en fait, il y avait une conférence de rédaction à 9h30, 10h, donc ça veut dire que nous, fallait qu'on trouve une idée pour le jour même. Donc dès que tu te lèves, faut vite t'être stressé pour trouver ton idée. Conférence de rédac. Ensuite, après la conférence de rédac, écrire le texte. Après écrire le texte, le tourner, le monter. T'arrivais à la fin de la journée, t'étais HS.
Et le truc, c'est qu'il fallait déjà trouver, Oh, déjà ouais, réfléchir au lendemain. Donc tu rentrais chez toi. Franchement, les débuts, moi, mon seul souvenir, c'est d'avoir la caissière d'un Franprix qui me dit, ah, vous êtes le monsieur de la télé. Et j'ai acheté du papier toilette. Non, c'était le moment gênant. Voilà, c'est le seul truc. Mais je pense qu'on avait au début, mais une bonne et belle naïveté par rapport à ça, c'est que on se dit pas, on fait de la télé, on passe dans une émission qui cartonne. On n'avait pas du tout conscience de ça, en fait. Et je pense que c'est ça aussi qui a plu, c'est que on était en mode système D sans se prendre la tête et ça devait se ressentir dans les sketchs, quoi. Et puis on a côtoyé aussi, dès le départ, en étant auteur, des grands. Enfin, tu vois, je dis Omar et Fred. C'est-à-dire que ça t'apprend aussi l'humilité. On était, tu vois, encore une fois, ça, c'était bien au-dessus. Donc, pour nous, c'était une notoriété toute relative. Enfin, on s'en rendait pas compte. Ouais. C'était pas notre cœur de métier. Comme on voulait pas être connu, on s'en foutait. C'est du bonus. C'était drôle, quoi. C'était un peu n'importe quoi, mais c'était rigolo. Et puis après, les States. Mais tu sais, c'est pas si rigolo que ça, la notoriété. Il y a plein de choses. Moi, j'ai des souvenirs hyper relous. Tu t'embrouilles avec ta copine à l'époque, tout le monde te regarde dans la rue et on sait que c'est toi. Moi, il y a Angèle qui disait ça, moi. Pareil, le mec, à chaque fois, il sort des... Mais j'ai vu récemment, elle disait, je sais pas si la notoriété rend vraiment heureux. Bien sûr. Mais bon, elle, c'est un niveau... voilà, nous, on n'est pas des... Non, mais justement, tu vois, c'est un truc qui m'avait marqué. Je me souviens, un jour, j'étais dans un café avec... non, même tout seul. Ou je sais plus qui. Et, mais c'était pas au début, mais on commençait à faire un peu de télé. Et là, je vois des gens qui tournent tous la tête d'un côté de la rue parce qu'il y avait Thierry Ardisson. Et je vois Thierry Ardisson passer, je vois tous les gens regarder. Et dès qu'il est passé, j'entends les gens dire « quand même, il a grossi. Hein. » Et j'entends plein de gens parler de ça. Et je dis « waouh, c'est affreux. » C'est-à-dire que le mec a juste passé la rue. Il s'est pris derrière que des critiques négatives. Oh, il se la pète. Le mec a juste marché. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'était fou. Et moi, je me souviens, ça m'avait marqué en me disant « wow, c'est dingue, en fait. » Les gens sont à ce point-là, vont juger un mec qui est juste en train de marcher et en tirer des conclusions affreuses. Ça m'avait bien traumatisé. J'avais vu Seinfeld qui fait des super interviews dans des voitures. Je sais pas si vous avez déjà vu cette émission comédienne, une car getting coffee, je sais plus quoi. Je vous mettrai le lien dans les notes. Ça vous intéresse. Et en fait, il avait interviewé Obama et il disait à Obama, c'est quoi le truc que tu aimerais pouvoir faire aujourd'hui? À l'époque, il était encore dans son mandat. Il disait, moi, aller chercher ma baguette de pain. Bah ouais, non, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, c'est impossible pour lui, tu vois. Ça te déconnecte de la réalité, que tu le veuilles ou non. Hein. C'est que ça t'ostracise. Mais bon, après, sans se plaindre, hein, parce que c'est aussi... non, ça t'amène plein de trucs positifs. Oui. Voilà, c'est ça. Mais oui, t'es obligé à un moment de t'isoler, quoi. Si tu veux pas, effectivement, avoir ce genre de remarques, aller au resto tranquille. On comprend pas. Des fois, on dit oui, les gens connus, ils vont toujours dans des endroits, on les voit pas, mais c'est normal, il faut vivre caché, quoi. Non, et puis tu te prends... T'as le fameux truc de... T'es en train de manger tranquille. Tu sais, t'as eu une mauvaise journée. T'as pu avoir une mauvaise nouvelle. Tu peux être en discussion avec quelqu'un. Tu peux être, tu vois, quelqu'un qui arrive qui dit, c'est vous le gars de la télé, bah dis donc, faites-moi rire. Ah non, vous faites, pourquoi? Vous êtes moins drôle, en fait. Tu dis, ouais, mais tranquille, je suis en train de manger. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est que des gens qui déboulent d'un coup, mais ce que je peux comprendre parce qu'ils estimaient que tu fais partie de leur quotidien vu qu'ils te voyaient à la télé tous les jours. Donc pour eux, t'étais un voisin. Donc, mais c'était très compliqué, je trouve, à gérer parfois. Tu vois, les gens bourrés, ça peut être vite relou en soirée. Tu vois, c'est un mec en hurlant. Ouais. C'est pas si, les gens idéalisent beaucoup, je pense, la notoriété. C'est pas. Je crois qu'il faut la tester pour voir, quoi. Ouais. C'est bien pour parfois, effectivement, on va te dégager une place au restaurant plus facilement. Sincèrement, ça peut servir à ça. Tu rentres en boîte. Et tu rentres en boîte plus facilement. Voilà. Non, mais c'est les deux. Franchement, réfléchissant, je me dis, c'est les deux vrais avantages. Le reste, si on t'offre un café parfois. Bah, ça vous ouvre aussi 2-3 portes, j'imagine. Aujourd'hui, vous pouvez pas, tu vois, t'es plus obligé d'envoyer un mail, à la con à Ariel Saraco pour que... Oui, mais ça, c'est pas lié à la notoriété. C'est lié au travail que t'as fourni parce qu'on te connaît, tu vois ce que je veux dire? Okay. C'est pas parce que t'es reconnu, voilà. Parce que t'es c'est autre chose. Dans ton milieu, parce qu'il y a un taf derrière. Oui, je veux dire, oui. Ça ouvre ton carnet d'adresse, mais ton carnet d'adresse, c'est pas lié à ta notoriété. Même si, effectivement, la notoriété peut t'ouvrir aussi un peu plus de portes. J'entends la nuance. On peut dire qu'on est plus facilement reçu, oui. Ça, c'est voilà. Vrai. C'est vrai, si on fait un rendez-vous avec quelqu'un, l'autre jour, on a demandé à rencontrer Jeff Bezos. Ouais. Ça s'est fait dans les 10 minutes, quoi. Le mec, il arrive. Bon, on a eu tout de suite la réponse. Tu vois, donc on n'a pas eu à attendre très longtemps. Par Amazon, en plus. Ouais, et on a reçu un colis Amazon, il a fait non. Dans mon panier. Ouais. Dans le panier. Minutes, j'ai mis une on a visite. pu le rencontrer. Est-ce que je peux aller voir dans le panier?
Parlons un peu de, si vous voulez bien. Donc après, vous passez chez TM, enfin vous êtes transfuge entre guillemets de. On fait notre aventure Canal et puis on arrive à la fin d'une ère sur Canal et effectivement on fait partie du pack transfuge Canal TF1. Ouais. Avec on passe du petit journal à quotidien sur TF1 TMC. Vous faites encore combien de temps? Un an là-bas? 3 ans. Ah ouais, 3 ans. Ouais, tout le monde d'accord. pense qu'on est. Non, on a fait 3 ans. Ah ouais. Ok, j'avais l'impression que c'était plus Mais je court. sais, tous les gens nous identifient beaucoup plus au petit journal, à l'époque petit journal. Encore hier, on me disait, c'est Mais petit alors, journal. pourquoi Parce que ça a marqué une époque beaucoup plus que quotidien, je pense. Mais le ok. petit journal, je crois qu'il y a un truc mythique qu'on réalise maintenant. Mais franchement, même en sortant du spectacle ou quoi, on nous parle vraiment que du petit journal. Ce quoi. spectacle qui se joue quand? Le mardi et mercredi à 21h 21h au Palais des Glaces, Bravo. à Paris. Non, mais c'est assez intéressant. C'est que parce que je pense que le petit journal à l'époque est très enfin, c'était un ovni. C'était quand même très nouveau. Il y avait, on mélangeait tout. T'avais le décryptage, par exemple, de la parole politique, ça ne se faisait pas avant. Ça s'est fait Bien dans sûr. le petit journal. C'est pour ça que ça a cartonné. Les sketchs que nous, par exemple, on faisait, c'était des sketchs homemade. Mais c'était tellement. Alors que maintenant, t'en trouves plein sur Internet, Ouais. ce qui est normal, puisque ça évolue. Oui, il y avait etc. le côté chic de Canal et potache en même temps avec du sketch et de l'analyse politique. C'était une émission où il y avait vraiment un assemblage assez harmonieux quoi entre. Puis tu vois, c'est des séquences cultes. C'est Chirac qui se fait disputer par Bernadette. C'est il y a tu vois, c'est Snoop Doggy Dogg. Qu'est-ce qu'on attend? C'est plein de séquences comme tu vois. Mais tu vois, il y en a plein. Maintenant, non, puis Sarkozy qui vient, il y a sa chaise qui bascule. Il y avait plein de choses. Les chouquettes quand il mangeait plein de chouquettes. Ouais, les chouquettes. Tu vois, c'est il y a beaucoup d'éléments. Je trouve qu'ils sont très identifiés petit journal de l'époque. Ouais, c'est vrai. Et en plus, je crois que le petit journal à l'époque faisait un truc que les réseaux sociaux font peut-être aujourd'hui. Exactement, c'est exactement ça. Que les réseaux sociaux ont pris le relais. Et surtout, je crois qu'on était moins habitués à prendre en catch-up. Enfin, tu vois, moi aujourd'hui, je regarde plus Quotidien. Je vois Quotidien par bout. Bien sûr. Je crois que plein de gens font ça sur les réseaux, mais je regarde plus Quotidien à la télé, quoi. Non, mais c'est ouais. exact. Ce que tu dis, c'est ce que tu dis. C'était plus un rendez-vous. Enfin, c'est plus un rendez-vous forcément, alors que sans doute le petit journal l'était. Ah oui, oui. Ok, je comprends. C'est vrai que la consommation de la télé d'une manière générale a énormément évolué depuis quelques années. Quoi. Bah, tu vois, le SAV, c'était le rendez-vous. Ouais. Le SAV. Maintenant, il y aurait du SAV actuellement. Ouais, tu le regarderais. Tu le regardais. Ouais, voilà. Sur YouTube. Enfin, les réseaux, c'est pas si. Alors qu'avant, tu pouvais pas. Ouais, c'est sûr. Ok, mais parlons de votre film, parce qu'en fait, juste après TMC, si je me trompe pas, vous avez cette opportunité, c'est ça? Alors c'est en même temps. C'est Quotidien. C'est en 2016, ouais. Ah non, ouais, c'est l'été du changement. Ouais. On fait ce film. C'est ce qu'on disait. Comment vous vient cette opportunité? Alors déjà, peut-être petit disclaimer, c'est que je te demandais juste avant, ou je vous demandais, ça vous dérange pas qu'on parle de votre film? Tu m'as dit, voilà. Pas du tout. Non, pas du tout. Mais non, et ce qu'on te répondait hors micro, en off, c'est-à-dire que c'est assez intéressant parce que à chaque fois les journalistes déjà vont nous parler du film qui n'a absolument pas marché, mais c'est drôle comme il suscite à chaque fois plein d'interrogations. Et en plus, on nous demande toujours genre est-ce qu'on peut en parler, ou on le voit bien quand il y a une gêne, alors que nous, on n'a aucune gêne à en parler. C'est un échec. Ce sont des choses qui arrivent. Non, mais c'est cool parce que, par exemple, cet été, j'ai lu un article dont sans doute vous avez entendu parler sur BFM TV. Alors on nous en a parlé. Mais d'ailleurs, alors c'est. Je crois qu'il est venu, le journaliste. Pour l'anecdote, je crois le journaliste est venu voir le spectacle. Il nous a attendu à la sortie. On savait pas. C'est moi qui ai fait l'article. Et il voulait, absolument qu'on réponde, mais bon. Après, on l'a dit. Ce qu'on lui expliquait, c'est que. Tu vois, il voulait en reparler et on se disait mais le film il date d'il y a plus de 5 ans, quel est l'intérêt? En fait, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que le truc n'a pas marché. Donc si ça marche pas, c'est pas intéressant. Et pourtant, à chaque fois on vient en reparler et le mec 5 ans plus tard, il avait plein de questions, mais tu sens pas méchant. Tu sens que c'était intéressant. Je voyais ce qu'il voulait dire, mais tu dis mais c'est plus l'actualité pour nous. Je veux dire, j'ai pas envie de parler d'un truc d'il y a 5. Mais c'est assez intéressant comme phénomène. Donc ils ont, dans cet article, ils parlent notamment, et je crois que ça vient aussi de là, c'est qu'ils parlent notamment du fait que vous en êtes tellement pas fier de ce film que vous voulez faire en sorte de l'étouffer, alors qu'en fait, qui dit ça? Enfin, tu vois, dans cet article, c'est un peu ce qui ressort, tu vois, justement, et c'est pour ça que moi, pourquoi on l'étoufferait? Enfin, je sais pas comment on l'étoufferait même. Oui. Non, puis surtout, il n'y a pas de pas fier ou fier, c'est que c'est toujours, à chaque fois on répète cette phrase-là, mais c'est. Pardon de vous faire répéter. Non, c'est que c'était l'aventure était géniale jusqu'au jour de la sortie, quoi. C'est une opportunité dingue de pouvoir faire un film. On était, c'était un tournage, nous à l'écriture, en jeu.
enfin, c'est une aventure extraordinaire, mais après, ouais, ça marche pas, mais il y a tellement de films qui marchent pas, Bien sûr. et enfin, c'est vrai qu'alors, nous, ça a cristallisé quelque chose sur les réseaux. C'est vrai qu'on s'en est pris un peu plein la gueule. Non, mais comme tu dis, ce qui est intéressant, c'est que 5 ans plus tard, il y a encore un article dessus que tu dis. Enfin, c'était cet été, Ouais. en fait. Et Ouais, surtout, tu te dis 5 ans plus tard, enfin, le cinéma, c'est voilà, c'est que il y a, je pense qu'il y a sur toutes les sorties de l'année, bah, t'as 5 films qui Ah, marchent, quoi. oui, c'est Et sûr. tout le reste se plante. Donc, il y a voilà, il y a notre, enfin, nous, on a conscience de nos erreurs sur le film. Oh, oui. Mais voilà, c'était aussi le début d'un changement d'air où voilà, les plateformes commençaient à arriver et tout. Nous, on aurait aimé le sortir en plateforme. Ok. On voulait pas le sortir au cinéma. On se disait que c'était plus judicieux. Ça s'est pas fait et voilà quoi. Mais non, il y a plein. En fait, pour qu'un film marche, c'est vraiment énormément de facteurs qui doivent se réunir tous en même temps. Mais j'allais On en en a parler eu parce que aucun. les gens qui écoutent savent pas forcément. C'est que déjà. Oui, pardon, ouais. c'est un film qui s'appelle Bad Buzz, qui porte presque bien son nom parce qu'il a fait un bad buzz d'une certaine Ouais. manière. On s'est fait éclater un peu partout par la critique. Personne n'allait le voir en salle, donc un bel échec. Voilà. Non, mais encore une fois, ce qui est assez drôle, bel échec, il s'explique de plein de manières. Je pense que déjà on a fait l'erreur. C'est un producteur qui nous a proposé de faire un film. Et ce qui était très dur, c'est tu dis pas non. Enfin. Oui, Toi, c'est t'es ça. là, tu dis waouh, oui, bah oui, d'accord, on veut bien faire un film. Et je pense qu'il essayait d'aller dans une vague de l'époque qui était Un peu buddy movie. ouais, tu sais, c'était Babysitting qui faisait sortir. Ah oui. Ouais, ils essayaient de profiter de cette vague sur un film avec un petit budget qui coûtait pas cher. Le souci, nous, je pense, notre erreur, c'est on l'a écrit en même temps que nous faisions le Petit Journal, donc on était éclaté de fatigue à l'époque. Petit Journal, c'était quand même une pastille par jour plus la météo, donc on écrivait le film le soir, on était éclaté. Ouais. Et alors, c'est trop. Je te coupe, mais c'est intéressant, tu vois, de se dire qu'est-ce qui fait que à ce moment-là, vous vous dites, ok, c'est une opportunité, ça se refuse pas, plutôt et de tout faire. Non, mais tu vois, aussi de se dire, faut le faire en même temps, et même si en fait on est éclaté, on va quand même y aller. Parce quoi. qu'on a peur de tout perdre. Parce que Ouais, nous, puis tu dis c'est la seule chance. Enfin, je sais pas comment dire, c'est la salle du trésor qui s'ouvre. Ouais, c'est ça, c'est Fort Boyard, quoi. C'est la grille qui s'ouvre, tu dis. Se refermer. On y va. Non, mais c'est une opportunité. Ouais. Encore une fois, on le répète, c'est ça que on vient de nulle part. On a conscience que tout peut s'arrêter puisqu'on a vu des gens pour qui tout peut s'arrêter. On le voit, on sait que c'est précaire d'une certaine manière. Ouais. Faut profiter de l'instant présent et puis on verra bien ce qui se passe après. Donc on te propose un film. Si on avait plus d'expérience, mieux en concepteur, on aurait dit oui, mais alors il faut d'abord qu'on arrête pendant un an, on prend un an pour l'écrire, etc. Ouais. Mais on n'avait pas cette sagesse-là. C'est des projets en fait dantesques, c'est des projets d'une vie et il faut vraiment prendre son temps, quitte à ce que ça prenne 3-4 ans d'écriture, mais faut bien réfléchir, ce qu'on n'a pas fait, quoi. Mais parce que effectivement, opportunité. Bien sûr. Voilà. Puis en plus, il y a eu plein de conneries dans la com derrière. Tu vois, par exemple, l'anecdote qui est géniale, c'est que on nous dit, les producteurs nous disent, bah, ça serait bien que vous faisiez des petites sketchs pour la sortie du film où vous parodiez les journalistes, par exemple de Télérama, de GQ, etc., qui ont vu le film et la critique du film en mode bonne ambiance, tu vois. Ouais. Donc on fait ces petites vidéos. Sauf que, donc ils diffusent les petites vidéos. Sauf qu'après, on voit un article d'un coup qui tombe. Eric et Quentin se moquent des journalistes et interdisent aux journalistes de voir leur film. Et en fait, ce qu'on ne savait pas, c'est que la prod n'avait pas invité les journalistes n'avait pas fait de projo presse. Ouais. Donc en fait, ça faisait, on se fout de la gueule des journalistes et en plus on les censure alors qu'on ne savait pas du tout. Donc là, la com, ça a été. Je me rappelle à tout, je crois que c'était Télérama qui avait fait ça et tu dis, oh merde, mais nous on savait pas. Et a raison, hein. Et en plus, a raison. Rappelons pour les gens que, en fait, vous en tant qu'auteur et comédien, vous n'avez pas forcément la main sur tous les. Mais c'est ce que les gens. C'est ça savent pas en fait. Qui est dur sur un. On l'a pas réalisé. Un projet comme ça, ouais, c'est que tu perds vite. En fait, on dit souvent, oui, maintenant, le film est en salle, il vous appartient à vous, le public. Mais en fait, toi, il t'appartient pas depuis très longtemps. Il t'appartient plus depuis très longtemps, en fait. C'est que t'as écrit ton scénar, tu vas le jouer, mais toute la com. Mais c'est pour ça qu'il faut y penser. Faut penser à tout, en fait, pour te dire qu'est-ce qui est bien pour toi. Et nous, on n'a pas eu le temps, en fait. On n'avait pas la fraîcheur d'esprit de réfléchir à tout ça. Oui, tout simplement, on savait pas. Non, mais tu vois, et en fait, il y a une espèce d'alignement des planètes, mais négatif. Sur ce film qui sort un 21 juin, jour de la fête de la musique. Ouais. Donc personne ne va aller en salle. Je pense qu'il fait 35 degrés. Ah ouais, je me rappellerai toujours de voir les gens dans la rue. Et là, il fait tellement chaud. Ouais, les gens pouvaient encore sortir dans la rue. Vrai, mais non, il y a un alignement de pas bon Mektoub. Voilà.
Mais c'est comme ça. Comment vous en ressortez, vous? Sur le moment? Ouais. Un peu abîmé quand même. Ouais, Parce que pas tant les entrées, bon, ça arrive qu'un film se plante, c'est plus la déferlante de haine sur les réseaux qu'on a compris derrière, mais plus tard, on s'est dit bon, ok, je pense qu'on a pris, on aime, enfin, j'aime pas dire ça, mais quand quelque chose marche en France, on a envie de le dézinguer derrière. C'est typiquement français. Et nous, bah, on était au Petit Journal, ça cartonnait. On passe chez Quotidien, ça cartonne. Je pense que là, on s'est dit bon, ok, c'est beaucoup pour eux. Donc voilà, le film se plante. Il y a une brèche, je pense, pris par les haters ou quoi. Et se disant bah on va les déglinguer quoi. Ouais non, nous on le vit pas bien. Encore t'as raison, hein, c'était pas une question de chiffres, c'est juste à un moment tu te réveilles le matin, tu vois des trucs, heureusement j'avais pas mis les notifications, mais tu vois en fait dès que tu cliques sur un truc, tu vois plein de mentions et c'est que des trucs de bien fait pour leur gueule, machin. Tu fais on t'a rien fait. Et surtout de personnes qui ont même pas pris le temps d'aller voir le film. Si on va le voir, qu'on dit bah moi j'aime pas, j'ai pas aimé, voilà, très bien, mais c'est des gens qui n'ont pas vu le film. J'aime bien dire qu'il y a plus de personnes qui ont détesté le film que de gens qui l'ont vu finalement, ce qui est paradoxal. Écoute, en même temps, c'est une bonne expérience parce que ça t'amène à réfléchir sur beaucoup de choses, sur le rapport aussi aux gens, aux réseaux sociaux, etc., etc. Et puis, ce qui est fait. Non, moi, mais c'est un vrai étonnement. Je comprends pas que 5 ans plus tard, tu vois, par exemple, le journaliste ait encore envie de faire un papier. Ah là, il revenait. Il revenait. Il avait encore des questions. Il voulait avoir notre parole pour l'intégrer dans son papier, mais nous. Et tu te dis, mais c'est très gentil en plus. Je comprends. En fait, je pense que c'est plus un mec qui est intéressé par le cinéma, qui veut comprendre un échec, mais tu te dis, on est tellement plus là-dedans. C'est comme si tu me parlais d'une ancienne période mais en même temps, on peut en discuter, je veux dire, mais je n'ai pas d'analyse. Oui, ok. Mais j'imagine que pour vous, il y a aussi, ça représente un shift aussi dans votre carrière. Bah, en tout cas, dans la tête, c'est se dire, ok. Pas en carrière. Je te vois lever les yeux au ciel. Non, je l'avais pas d'agacement quand je lève les yeux au ciel, c'est de réflexion. Non, mais c'est plus une leçon de se dire maintenant on fera plus jamais un truc commandé et on travaillera avec les gens avec qui on a envie de travailler et on prendra le temps. C'est pas le faire dans la précipitation plus jamais on fait parce ça. Que t'as une méga opportunité. Non, ça peut être une connerie d'image. Enfin, je citerai pas, mais il y a des artistes qui ont fait notamment des pubs je sais pas, pour des banques. Oh là là. Oh là là. Non, mais ça les a flingués derrière. Il faut bien réfléchir avant, parce qu'en plus, tu gagnes bien ta vie sur ce genre de projet. Donc, même s'il y a beaucoup entre guillemets, de moula en jeu et de notoriété, faut vraiment réfléchir. Mais je pense qu'il y a un peu un truc de peur de manquer, en fait, dont tu parlais tout à l'heure. T'as peur que ça s'arrête du jour au lendemain. C'est venu. Comme vous le racontez, en fait, vous venez de nulle part, c'est venu un peu par hasard. Vous avez plein de circonstances qui font que ça arrive à un moment donné, le succès. C'est vrai que je crois que c'est compliqué de venir dire, en fait, on a cette opportunité-là et en fait, on n'en veut pas, quoi. Dire non, je fais pas, ou vous aviez pas d'agent ou. C'est notre erreur. Je pense qu'on n'était pas bien entouré du tout. Et ça, c'est une vraie erreur parce que. On aurait eu quelqu'un qui serait occupé de nous, comme Léo et Léna, par exemple. Vos achats de presse. Qui nous aident. Non, mais c'est vrai, qui nous aident sur le spectacle. On a entièrement confiance. Tu vois, elles connaissent, elles savent, elles vont nous dire, ouais, ça, faut faire, ça, faut pas faire, à votre place. Là, on était seuls. Et on était quand même on avait 30 ans, 31 ans, 32 ans. C'était jeune par rapport à la carrière. On n'était pas seuls, mais on était entouré de gens qui voulaient que le film se fasse le plus vite possible. Oui, voilà, c'était ça qui était sans réfléchir à nous si c'était bien pour nous, quoi. Voilà, et la preuve c'est que c'est nous sur le crash, on a tout pris. Ouais. C'est comme ça, c'est la vie. Je reviens un peu à toi, Eric, mais toi en attendant, pendant ce temps-là aussi, tu t'écris des bouquins de ton côté. Là, pour le coup, t'es on your own. Ouais. T'as une volonté à un moment donné de te dire, tiens, j'ai envie de... Non, j'ai toujours écrit. J'ai jamais lâché. C'est marrant, j'en parlais avec une amie il y a peu de temps. Elle se rappelait de moi à l'époque. C'est que je me levais parfois à 6h du matin avant pour avoir mes 2 heures d'écriture. Non, j'ai toujours voulu écrire. Okay. J'ai toujours fait ça, tout le temps. Non, mais c'est fais pas la gueule. Enfin, il fait la gueule. Tu dis ça de façon très. Il fait la gueule. Non, mais c'est non, mais alors tu sais quoi, c'est par pudeur.
C'est plus pour ça. Mais Et pourquoi par pudeur? Parce que c'est quelque chose qui m'est extrêmement personnel, paradoxalement, et que non, mais le rapport à l'écriture est très compliqué à expliquer parce que c'est un rapport depuis que je suis petit et que sans ça, tu vois, pour le coup, sans ça, j'ai plus rien, je pense. Mais vraiment, Ok. je pense que c'est l'élément fondateur de ma vie. Dans mon sac, il y a un livre, et j'ai de quoi écrire, j'ai tout le temps sur moi. Il faut, si j'ai plus ça, je sais pas ce que je ferais. Et c'est complémentaire de ton écriture, j'allais dire de saltimbanque ou de C'est troubadour. très différent, c'est marrant, que on en tu fais parlait avec avec Quentin la dernière fois, c'est extrêmement différent parce que je pense que, d'ailleurs, quand on a refait une séance d'écriture il y a peu de temps pour le spectacle, s'il y a une recherche d'efficacité évidente sur le spectacle, presque une économie de mots. Je trouve qu'en littérature, il peut y avoir aussi une économie de mots, mais il y a aussi une recherche de beauté, il y a une recherche on peut se permettre un peu plus non pas d'artifice, c'est pas un joli mot, mais de style, voilà. Alors que je trouve que sur l'écriture spectacle, ce qui est super intéressant, c'est que c'est pas dans le style, c'est dans l'efficacité. Il y a un rythme que tu peux trouver en écriture aussi, on va dire romanesque, mais c'est pas la même chose. C'est extrêmement différent, et tant mieux d'ailleurs, parce que l'un permet de faire, enfin, c'est une récréation l'un par rapport à l'autre. D'accord. Et j'imagine que le travail, parce que tu es édité chez Gallimard, enfin, Je change. J'ai 4 romans chez Gallimard et là je passe le 4 mars prochain. Petite promo, nouveau roman aux éditions de l'Olivier. Ok. Et ouais, j'imagine que le travail avec un éditeur à ce moment-là est pas du tout le même qu'avec Quentin. Ah non, ça n'a rien à voir. C'est pas le même boulot. Bah, Quentin, on est deux. C'est-à-dire que vraiment, c'est que on va écrire à deux. On va pas changer la réplique de l'un sans que l'autre soit d'accord, etc. L'autre, c'est avec l'éditeur, c'est un dialogue, mais c'est ton travail d'abord. Et il va te conseiller. C'est presque un producteur. Voilà. L'éditeur, c'est un producteur. Bah, ce qui a du sens, il produit ton livre finalement. Ok. Comment vous faites pour rebondir parce que en fait, j'avais reçu aussi Julien Nil, je sais pas si vous voyez qui c'est, qui est auteur de BD et qui a adapté sa BD Loup au cinéma. Et en fait, il racontait un peu son désarroi par rapport à un moment donné, le milieu du cinéma t'ouvre grand les portes et en fait, dès que ça marche pas, tu les fermes. Et en fait, mais je crois que c'est pour un moment. J'ai l'impression que c'est tous les milieux en fait. Tu crois alors, c'est peut-être plus violent parce qu'il y a l'image qui est en jeu et tout. Il y a beaucoup d'argent aussi, je pense. Oui, il y a l'argent, il y a c'est un gros investissement, la volonté quoi. de pouvoir de beaucoup de gens. Mais après, je pense, on n'a pas envie d'avoir d'aigreur, justement. On veut pas tomber là-dedans dans les aigris qui disent oui, de toute façon, on nous a fermé les portes et tout. On le sait, si ça marche pas, faudra que tu refasses un projet qui marche. c'est comme ça en fait. Puis il y a quand même une chose, je répète, qui nous sauve, c'est qu'à la volonté à la base, c'est jamais de faire ça. On est auteur. Non mais tu vois ce que c'est tout après et n'importe quoi. J'ai jamais voulu moi en disant je veux faire dans ma vie je veux faire un film. Donc c'est ça qui. Oui, et puis on t'identifie souvent à un échec plus qu'à tes succès, mais bon il y a le film qui marche pas, mais on continue quotidien. Pendant 2 ans. Ensuite, on passe chez France Inter, on fait une belle émission de radio. On va en parler. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pour dire, c'est pas un truc. Enfin, il y a pas que ça, quoi. C'est une partie de ta vie, voilà, qu'il faut parler, il faut en parler. Mais c'est pas ça qui régit ta vie après. C'est pas l'échec qui régit ta vie. Non, mais c'est vrai. Tu me dis, c'est une force. Non, je comprends. Tu peux plus écrire, tu fais plus jamais de livres. Là, je pense, c'est la fin de ma vie. Là, pour moi, c'est un rêve d'enfant, ça. Tu vois, de publier, d'être écrivain, c'est un rêve d'enfant. Faire un film, c'était pas un rêve d'enfant. Ok. C'était un bonus d'adulte. Mais je trouve que justement, on a trop tendance à parler, tu vois, des succès, etc. Et en fait, ça commence à venir, notamment dans l'esprit start-up, etc., d'expliquer qu'en fait, c'est important de rater. En fait, Attends, on a mieux. Quentin, raconte Marianne Chazelle. Je te laisse trouver ta... J'ai l'instit de ma môme en 6e, pardon, pas du tout en 6e, en CP, qui lui a dit, c'est en se trompant qu'on apprend. Et en fait, je trouvais que c'était génial comme motto qu'on t'apprend en CP, quoi, tu vois. C'est un peu ce que nous a dit Marianne Chazelle, qui avait joué dans notre film. On l'avait revu après le film. Elle nous avait reçus chez elle, très élégamment et tout. Et elle nous avait dit, nous on était un peu dépités, on se dit ça a pas marché et tout. Elle me dit mais les gars, vous savez moi les bronzés, ça fait des millions d'entrées, mais j'ai rien appris des bronzés. J'ai appris que de mes échecs au cinéma. Elle dit retenez ça parce que c'est ça qui va vous forger et tout. Et c'est vrai en fait, tu dis ça nous a permis d'avoir une réflexion, sur prendre le temps d'écriture, de projet,
mettre de la distance en fait par rapport à ça. Et voilà, c'était une bonne leçon, j'ai l'impression. Et de se protéger De aussi Marianne, un peu qu'on plus, salue. je pense. Ouais. Ouais, mais c'est vrai. Non, mais je comprends. On se protège un peu plus maintenant. Et puis, Puis il faut savoir dire non en fait. ouais, voilà, exactement. Ça, c'est le truc. Moi, j'en étais incapable. Quentin était plus malin que moi sur ça. Quentin, il est plus. Je pense il est plus capable d'avoir une vision à long terme et moi il y a des conneries qu'on aurait pu faire parce que moi j'étais capable de dire oui à tout. J'avais vraiment le peur du manque, tu vois, tu bouffes n'importe quoi vite. On sait jamais, tu mets les cacahuètes dans la bouche. Lui, il a l'intelligence capable de dire non, ça c'est Notamment pas de bien. sauter de cette falaise de 120 mètres de haut, je t'ai dit non, Tu ne m'as le dit fais non. pas, Eric. Ouais, c'était un risque à prendre, hein. Bon, il y avait quand même 10 € en Paris. mais bon, c'était On sait jamais. on sait jamais, Hein il faut les prendre. Qu'est-ce que tu fais avec ces 10 €? Franchement, tellement de trucs. Bah écoute, bon, ça fait pas une place pour le spectacle, mais Ouais, c'est ça. C'est l'une des raisons aussi qui fait que justement vous allez à la radio, de vouloir un peu vous dire ok on va. non, alors c'est pas du tout. C'est un Non, hasard oui, complet. Ouais, c'est la radio. Ok. Comment ça s'est fait, je pense. Bah si, on avait envoyé C'est fou votre vie comme elle est faite de hasard. Mais j'ai non, mais c'est l'impression. dingue. Non, mais en Mm. fait, on avait envoyé un mail. Je sais plus Que des comment. mails envoyés au Ouais, hasard. c'est ça. Non, on avait une idée d'émission de radio qui nous plaisait pour le. Qui c'était était ça drôle. Ouais, Qui mais était attends. drôle. C'est-à-dire, oui, vas-y. Mais donc on a cette idée-là et on l'a envoyé au directeur des antennes de France Inter, Yann Chouquet, qui a bien voulu nous recevoir, mais qui n'était pas du tout Non, convaincu de cette Ce qui idée. était drôle, c'est qu'on on a le rendez-vous avec lui, donc on lui parle de notre idée, et là, il dit c'est bien, ouais. Ouais, mais c'est à peu près ce que fait Edouard Baird chez nous le dimanche soir. Et nous, on n'avait pas écouté, donc on était là, il y a, ouais, c'est vrai que c'est un peu ça, ouais. Il faisait quoi? Il faisait une villanie, il c'est ça? faisait- Ouais, c'est ça. Ouais. le- Et nous, c'était un espèce de le dimanche dépression, mais ça nous est Ah, beaucoup ok. rire. Donc, Ouais. en fait, sans le savoir, ça se ressemblait. Et à un moment, il dit à Quentin, toi, tu mixes. Parce que moi j'étais DJ sur Oui, Move. J'allais Mm. t'en parler que toi, de ton côté, tu faisais ça. Tu Ouais. faisais pendant que Eric lui est en train de se lever aux aurores pour pour écrire. Vous êtes vraiment l'eau et la nuit, enfin l'eau et le feu, pardon. Mais toi de ton côté, t'es en mode DJ quoi. Ouais. Chez Trop Move, drôle. j'étais à l'époque, qui était qui est la radio urbaine du service public. Et Tu vois, il est encore dans l'urbain. ouais. Et donc Monsieur Chouquet de France Inter nous dit, nous on cherche quelque chose, une émission sur le rap et tout. Est-ce que vous aurez quelque chose à nous proposer? Et donc on a eu quelque chose à lui proposer. Et on a envoyé notre projet. Et ça s'est fait extrêmement vite. C'est-à-dire s'est que fait en là, on 15 parle jours. avec lui, il nous dit un truc urbain, et nous, on commence à tout rédiger. Vraiment, on se prend. Mm. On lui envoie, il dit, je crois 5 jours plus tard, il dit, on tente le pilote. On n'en a jamais fait de radio. Ouais. Donc, on se retrouve à faire un pilote avec un invité, et 3 jours après le pilote, il nous appelle, il dit, ok, c'est bon. Ouais. Le tour, même pas 15 jours. Tu fais, ah ouais, c'est rapide. Wow. Ce qui était des délais aussi parce qu'on était en fin d'année. Il fallait qu'ils annoncent la grille de rentrée, donc ils devaient prendre une décision Ouais, il y a rapidement. eu c'est souvent un timing. Bah, pour le coup, les planètes étaient alignées, mais de la bonne façon. C'est cette fois. génial. Alors toi de ton côté, c'est ta grande passion, la musique urbaine, comme on dit, le rap, etc. Et toi de ton côté, Eric, tu connais, c'est pas ton kiff pour le coup. Ah non, c'est pas mon kiff. Pardon, c'est pas que c'est pas mon kiff, c'est que je connais très mal. Je suis, comme j'aime bien le dire, j'aime bien le dire malheureusement, c'est pas que j'aime bien, mais je suis assez... oui, puis Tu connais pas. j'ai un côté ringard. Hein, j'ai un côté vintage T'as un peu une vieille par âme. rapport à Quentin qui est beaucoup plus dans la modernité Il que est moi. plus dans Toi, le t'es plus romantisme Michel du Sardou. 19e. Ah non, pas Sardou. Non. Non, mais je connaissais pas, mais c'était justement ce qui était génial, c'est que ils ont eu c'était malin ce qu'ils ont fait inter, c'est de dire il y en a un qui connaît très bien, l'autre qui connaît pas. C'est parfait parce que l'auditeur il connaît pas, donc en fait on Ça va va jouer. raccrocher à l'auditeur. Voilà, le sachant et le C'est trop bien. néophyte. Et moi j'ai adoré parce que j'ai un peu aussi découvert l'univers de Quentin quelque part. Ouais. Et j'ai adoré parce que j'ai trouvé que sociologiquement parlant, déjà, il y a des sons que j'ai beaucoup aimés, mais sociologiquement parlant, ça racontait énormément de choses sur la société. Et tu vois, on parle, si je devais faire une comparaison avec Stendhal, etc., au roman d'apprentissage, je pense que le Julien Sorel de notre époque, il est probablement rappeur, je ne sais où, en France. Et là, C'est il y a peut-être Orelsan. Hein. c'est peut-être ça. C'est un vrai Julien parcours. Sorelsan. Oh. Joli celui-là. Voilà. Non, mais Bonne tu vois, il y a un soirée vrai à tous. parcours de comment réussir avec le parcours de la réussite, l'ambition, le docu mépris d'Orelsan que social. vous avez peut-être vu Quentin l'a vu, génial, j'ai pas ouais. encore vu. Prime, qui est vraiment ça en fait. Hein. Ouais, C'est c'est un documentaire d'apprentissage effectivement. C'est vraiment le parcours de vie est étonnant, puis cette amitié qui dure jusqu'au bout avec ses potes. Pendant et 15 tout. piges quoi. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Et moi, oui, après
Enfin, le rap, c'est. Enfin, moi, j'ai grandi. J'aime pas dire ça parce que ça fait totalement cliché. Mais c'est cliché ouais. Non, mais j'ai cliché. grandi en banlieue parisienne et on écoutait du rap. C'est notre culture, quoi. Donc, voilà, ça a été super de faire une émission là-dessus, quoi. Ouais, c'était hyper intéressant. Franchement, on avait carte blanche, on faisait ce qu'on voulait, c'était trop cool. Vous avez fait ça pendant 2 ans, c'est 2 ça ans, ouais. 2 ans, ouais. Une fois par semaine, Ouais, vous le samedi receviez soir, vous receviez un invité, Ouais. un rappeur souvent. Oui, ça allait de SCH à Chila, enfin voilà, pour ne citer que. Non, on a eu des... Franchement, c'était hyper intéressant Gims, de recevoir, et puis souvent très jeune. Sosomanes, ici tout le monde. Il arrête pas. Non, mais c'était les épisodes très sont jeune. toujours dispo d'ailleurs. Ils sont toujours bien sûr, dispo, bien sûr. et c'était des gens, ce sont toujours des gens très jeunes, mais et on s'est rendu compte aussi que nous on vieillissait par la force des choses. Mais c'était joli aussi d'avoir ce regard-là sur la société avec Ouais, des vraiment jeunes, des moins de 25 ans en fait. Cette parole, Ouais. ce sont des personnes quand même qui vendent le plus de disques en France. Par exemple, je prends le cas là récemment de Nino, qui est le plus gros vendeur, je crois, avec Orelsan. Nino, on ne le voit nulle part dans les médias généralistes. Alors, sauf sur Click. sauf Ouais. sur Click, mais qui pour moi est pas un média généraliste. Ouais. Mais il devrait être invité au 20h, Nino. Enfin, comme a pu l'être, c'est Johnny Hallyday en fait. Et je trouve que C'est vrai, tu vois, non, t'as raison, il a raison. et les rappeurs, enfin le hip-hop a réussi à s'en sortir sans ça justement, sans être médiatisé. C'est eux les premiers qui ont utilisé le stream, les plateformes, parce que les labels voulaient pas diffuser leur musique, donc ils se sont débrouillés tout seuls et maintenant c'est un peu eux qui contrôlent le game. C'est clair. Mais ça prouve aussi à quel point il y a une déconnexion des vieux médias, Exactement, du journal télévisé, c'est etc. C'est pour comparer, oui, c'est l'ancien monde et le nouveau monde, quoi. Mais bon. C'est Johnny Hallyday, mais des vingtenaires, quoi. Ouais. C'est-à-dire que Johnny Hallyday, quand il était punk, quand il était gamin, quoi. Et on le voit dans le documentaire d'Orelsan, justement. C'est que Orelsan, c'est un artiste MySpace à la base. Exactement. Donc, il poste en ligne ses premiers titres et c'est comme ça qu'il se fait connaître. Et tu te rends compte à quel point ils ont été méprisés aussi. Et Ouais. ils sont encore méprisés. Et ça fait chier parce que c'est dommage parce qu'il y a une vraie parole et qu'on continue à les caricaturer, mais dans les médias généralistes qui vieillissent, alors que faut arrêter les clichés. Et je te dis ça parce que je l'ai appris. Oui, tu vois ce que je veux dire, c'est que je pouvais avoir des clichés moi aussi. Et moi, ça m'a, je peux, comme je dis en rigolant, je peux me bagarrer pour eux maintenant, parce que je trouve que c'est pas pour autant que ça va être ma passion, contrairement à Quentin, mais en revanche, je trouve qu'il y a une parole et que il faut l'écouter, il faut l'entendre, il faut arrêter de les clicher. C'est pas la minorité qu'on nous présente, la télévision ou quoi. C'est des mecs qui veulent s'en sortir en fait, comme plein de Français en fait. Donc c'est ça là, et ils y arrivent par leur art en fait, qui est le rap. Voilà. Ouais, qu'on aime pas, ça c'est un autre problème. Mais comment on respecte cette parole-là ? C'est juste, tu vois, c'est juste ça. C'est respectons. Non, mais c'est voilà, respectons et ne faisons pas des clichés d'eux. Voilà, ça m'énerve, c'est mon combat. C'était notre édito. Voilà, c'est important. Donc, vous avez fini par arrêter pour venir jouer justement au spectacle. Effectivement. Exactement. Parce que, alors oui, donc nous nous lançons dans cette émission de radio et entre-temps arrive un truc qu'on connaissait pas. Ouais. Voilà, une pandémie. Ouais. Voilà. Et on s'est dit. Donc là, on s'est dit, ah d'accord, donc on est en train d'écrire un spectacle et faut qu'on le lance pendant cette pandémie. Bref, on réussit tant bien que mal à le lancer, mais il y a 2 confinements et du coup nos dates sont reportées. Et donc, on a dû faire un choix entre l'émission de radio et le spectacle. Et on s'est dit, on fait le spectacle à fond. Ça fait 6 ans qu'on en parle. On va tout droit, quoi. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de passer sur scène à ce moment-là ? C'est ça, comme je disais, ça remonte. Hein. Je sais pas, l'envie. C'est pas une question. Pareil. C'est pas une question. C'est par hasard. Non, c'est pas une question d'envie, mais c'est qu'on rigolait en parlant. Puis, je sais pas comment. En fait, je sais pas. En fait, je pense que. Je pense qu'il y avait Si, moi, je pense que la vraie envie, c'est de dérouler, enfin, de faire un truc à nous. Vraiment à nous, où on nous dit pas, voilà, aujourd'hui, il faut faire un sketch là-dessus, ou faut faire un film comme ci, ou faut prendre tel sujet. Là, c'est de dire, nous, qu'est-ce qu'on a envie de raconter? Et je pense que pour raconter ce qu'on a envie, faut aller sur scène parce que c'est quand même un espace de liberté, quoi. Ce qui était cool, c'est qu'on s'est dit, effectivement, on est en autoprod, on se produit nous-mêmes. Okay. Donc, tu vois, on dépend plus de personne. Alors, voilà, ce qu'on dit, l'exemple du film. Vous avez appris, peut-être. L'un des trucs qu'on a appris par rapport au film, c'est qu'effectivement, on prend du temps d'écriture, c'est-à-dire qu'on a mis un peu plus d'1 an pour l'écrire. On a écrit avec Bertrand Delair,
avec qui on avait débuté. Lancé. Voilà. Dans Donc le tu vois, cercle c'est aussi une manière de faire une passerelle avec notre papa dans le métier, comme on dit. Et on a décidé de travailler avec des gens avec qui on avait envie de travailler avec un bon feeling. Et quand, par exemple, je vous citais Léo et Léna de Merci Madame en attaché presse, c'est des gens avec qui on a eu un bon feeling. Et on veut travailler avec des gens avec qui on s'entend bien, avec qui on est bien. C'est un peu le spectacle de la maturité, C'est finalement. le spectacle de la maturité. Non, mais il y a de ce côté, Non, c'est et puis- humain. C'est bête à dire. Non, mais je trouve ça cool Cette de- phrase est merdique, mais c'est Non, quand même mais de je l'humain. trouve ça bien. Ça veut dire que vous avez appris entre temps, quoi. Complètement. Puis ça, C'est trop bien. ça va aussi avec l'époque. On l'a vu avec les confinements. Beaucoup de gens ont quitté leur entreprise pour se lancer d'eux-mêmes dans leur propre aventure, soit en auto-entrepreneur ou en profession libérale. Je pense que nous, c'est un peu pareil. On avait un peu envie de s'indépendantiser, si je puis dire. Ouais, D'aller tu vois. chercher du sens. Voilà. Et d'être face à un public. Parce que jusqu'à présent, dans notre carrière ou métier, on n'était jamais face au public. On était à travers un écran. Et comme le dit assez judicieusement Quentin, c'est que là, regarde, là on est sur la scène du Palais des Ouais. Glaces. Il n'y a pas Il y a- ce filtre. il y a un Waouh. mètre. Il y a 1 mètre et t'es vraiment face aux gens. Et ça, c'est ultra grisant. La soirée qu'on a passée hier était extrêmement drôle, par exemple, Ouais. avec un mec au premier rang, Gilles. Bonsoir Gilles. si tu nous Bonsoir écoutes. Gilles, 60 ans, qui se met là. Quentin fait une blague. Exprès dur, ça nous fait rire. Et là, t'entends Gilles qui dit ça, c'est une subvention en moins. Ouais. Et là, on a explosé de rire. Et là, tu vois, tu peux jouer tout le spectacle avec Ouais. Gilles et on a rigolé. Voilà, c'est des choses comme ça où c'est extrêmement jouissif parce que tout est surprise. Non, puis on nous a toujours plus ou moins dit, vous verrez, la scène, c'est autre chose. C'est le spectacle vivant. Alors tu te dis, ouais, c'est bon, spectacle vivant, ok. Ouais, c'est un mais en grand fait, terme. c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment ça, quoi. Tu sens l'humeur des gens. Par exemple, quand Macron a parlé, je sais plus, il y a 1 mois, 3 semaines. Franchement, on a joué le soir même. Je peux vous dire que la salle était glaciale parce que tout le monde avait peur de ce qu'il allait dire. Donc en fait, tu sens vraiment l'humeur de la société. Je sais pas si c'est à ce point-là, mais t'as raison. quand les gens sont joyeux, tu le sens en salle, et quand ils ont peur de quelque chose aussi, tu le ressens direct. Puis on a vécu aussi, on a joué pendant les couvre-feux. Donc les gens, c'était 19h, je crois, le couvre-feu, à 18h30. Non, on a eu le premier Non, était à 21h. Ouais. Donc nous, on jouait à 19h30. Tu voyais les gens pendant le spectacle, à un moment, ils mettent leur manteau, ils nous font un désolé. Désolé, faut que j'y aille. Non, mais c'était triste. trop loin, Tu voyais ouais. du stress. Mm. Tu voyais, on se rappelle d'une embrouille au premier rang entre une mère et une fille. Il faut qu'on y aille maintenant. Non, je vais rester. Voyons, on va être en retard. On n'a pas d'autorisation. C'était, nous on n'a pas eu de bol, comme on dit pour l'instant Ouais. avec le spectacle. Enfin, là ça va, mais au début on n'a pas eu de bol. Quand est-ce que nous avons débuté ce spectacle, début Quentin mars, Le n'est-ce pas 7 mars 2020, Oui, une voilà. semaine avant le confinement. Voilà. Voilà. Donc tu vois, t'imagines, et puis après, comme on dit, on l'a repris pendant. 12 jours. Voilà. Voilà. T'imagines, on Deuxième a. confinement. Donc là, c'est la première La fois où on peut dégringolade. vraiment le jouer. Donc ça, c'est chouette. On n'a même pas dit de quoi ça parle, mais en gros, vous avez décidé de créer une conférence sur le rire. Exactement. Tout à fait. C'est un spectacle d'humour sur le rire, où on décrypte les mécanismes du rire à travers les siècles, et surtout on se pose cette fameuse question, Eric. Pourquoi rions-nous ? Voilà. Qu'est-ce qui nous fait rire ? Pourquoi est-ce qu'on rit ? Pourquoi c'est si important que ça dans la société maintenant de rire ? Encore plus actuellement, où c'est une période pas franchement rigolote. Je pense qu'on l'a surtout vu d'ailleurs pendant le confinement, où il y a une multiplication de vidéos drôles sur Internet, parce que les gens avaient besoin de divertissement. On le voyait aussi à la télé. Pourquoi c'est aussi essentiel que ça, le rire ? On essaye de répondre à toutes ces questions en riant, bien entendu, Tout avec en valeur se d'exemple. fendant la gueule, bien Bah évidemment. oui, le Et but, en c'est de se apprenant marrer. des choses. Parce C'est que le principe. Ça sort du Bergson. Ça sort du Bergson, Oui, il y a du des Pagnol, références, du c'est Stendhal. C'est documenté, mais c'est aussi rigolo, enfin on l'espère. Mais le but, c'est d'apprendre en rigolant, quoi. On veut que, par exemple, Bergson, c'est hyper intéressant. Et en soi, la manière, je pense, dont on le vulgarise le rend très simple. Donc on comprend tout de suite, et en plus on peut en rire. Et c'est génial, je trouve l'idée de se dire, putain, on a fait du Bergson, et on a ri avec les gens en faisant du Bergson. Et tu en sors de là, tu dis, bah ouais, effectivement, on a parlé de Bergson, de Stendhal, qui a écrit un essai sur le rire, de Pagnol, qui a fait un essai sur le rire, on parle de Freud, mais on rigole. Et ça, c'est le plus important, évidemment, c'est de rire, mais qu'en plus, tu dis, la valeur ajoutée, c'est con, mais parce que après, tu peux en débattre en sortant. Ouais, c'est vrai. Il y a plein de questions. Spectacle ludique et pédagogique. Ouais. Non, mais c'est vrai que t'en sors, tu peux te poser des questions sur
Ah, pourquoi j'ai ri à ce moment-là? Oui, donc. Ouais, et puis pourquoi je riais à certaines blagues auxquelles finalement il ne faut plus rire ou je n'ai plus envie de rire. Enfin, il y a tous ces questionnements, quoi. C'est vrai que même nous, en préparant le spectacle, on s'est dit, en fait, des fois, on a fait des vannes qui pouvaient humilier quelqu'un en disant que le rire peut aussi humilier, il peut briser. Enfin voilà. Non, on voit le sexisme aussi, tout ce qui est toutes les blagues misogynes qui existent depuis très très longtemps. Donc ils sont implantés exactement 1600 avant Jésus-Christ. On a retrouvé une blague qui date de l'Égypte antique qui est déjà misogyne. Ouais. Donc tu dis, ça veut dire quelque chose sur notre société où on comprend mieux maintenant que là on est une époque effectivement où on déconstruit les choses et c'est très important et c'est bien de le faire. Mais à quel point c'est implanté dans la culture, c'est loin, hein. C'est fou. C'est quand même complètement dingue. Donc voilà, on apprend plein de choses et on essaie d'en rire surtout. Et c'est donc on peut plus rien rire. Au Palais des Glaces à 21h. Mardi, mercredi. Mardi et mercredi. Et en tournée dans toute la France. Nantes. Janvier, Nantes, Caen, Rouen. On a Besançon en avril. On a du Lyon au mois de mars. Bordeaux aussi au mois de février. Où est-ce qu'on peut trouver les dates? Sur nos réseaux Atéric et Quentin, sur notre Facebook Atéric et Quentin, puis partout sur la toile, quoi. Ouais, c'est facile à trouver hein, si les gens veulent chercher. Non, mais vous allez sur Billets Réduc, sur le site du Palais des Glaces, sur les théâtres, online, quoi. En ligne. En ligne, ouais, comme on dit en français. Merci à tous les deux. Et maintenant, non, c'est pas terminé, on continue. Non, on continue. De quoi vous Et voulez vous, qu'on alors, parle? Et vous, alors, vous étiez quoi comme enfant à 7-8 ans? Voilà. Il refait tout à l'envers. J'avais des cheveux. Tu l'as déjà testé à l'envers sur toi Ouais, je l'ai fait là, il y a pas très longtemps. C'était l'épisode 100 et il y a plein de gens qui me l'ont demandé. Et ça t'a pas fait bizarre donc je l'ai de pas être le... Si, c'était vraiment... Et en fait, t'as interviewé toi-même ou... Non, j'ai demandé à une amie qui fait aussi des interviews de le faire. C'était intéressant. Et je me suis dit, ok, je comprends pourquoi les gens ils passent un bon moment parce qu'en fait, c'est intéressant de raconter son histoire, quoi. Ah ouais, toujours. C'est des parcours, mais... Puis on prend pas beaucoup le temps. Enfin, et surtout dans les médias, tu vois, de prendre le temps de se poser. Et sa petite phrase, là, tu vois, ça fait 1h10 qu'on parle. Oh la vache. Moi, si j'ai un conseil à donner aux gens, faites confiance au hasard et à la chance. C'est ça, la recette du succès. Non, mais il faut bien s'entourer, mais dès le début, même quand vous êtes à 0 de chez 0, que vous faites des salles avec 10 personnes, entourez-vous d'un bon manager, peut-être d'un avocat, un huissier de justice, un notaire. Non, mais être bien conseillé. Ouais. Et non, bosser. Bien conseiller dès le début et bosser. Et bosser, c'est pas parce que ce qu'on dit le syndrome Starac ou Nouvelle Star, pas méchamment contre ces émissions. Ce que je veux dire, c'est qu'on dit souvent, c'est pas parce qu'on chante bien sous la douche qu'on peut être chanteur. C'est un syndrome, c'est-à-dire que c'est du travail encore derrière. C'est pareil pour tous les humoristes. On peut être très drôle en soirée, faire des bonnes vannes, mais à un moment, faut bosser. Ça suffira pas. On parlait d'Orelsan tout à l'heure, c'est un peu ça. C'est que il a travaillé, il s'est pris des bûches, mais derrière, voilà, carton. Tout vient à point qui sait attendre. Voilà, on va conclure là-dessus. Merci à vous les gars, c'était cool. Bon, merci à toi, bis. Merci, bisous. Bon courage Antoine. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit: comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend, et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.